Ravi de retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission sur le toit du monde, dans l'Himalaya. C'est en haute altitude que se joue depuis plusieurs décennies un conflit de frontières entre la Chine et l'Inde. Un conflit frontalier non résolu depuis l'époque où l'Inde appartenait aux Britanniques, lesquels tracèrent sur 3500 km une ligne de contrôle effectif qui provoque encore aujourd'hui régulièrement des heurts et des tensions entre Pékin et New Delhi. Le pays de Xi Jinping, celui de Narendra Modi, deux ambitions de puissance qui s'entrechoquent et qui nous intéressent aujourd'hui. Chine-Inde, un match entre géants, vous allez voir, dans cette partie du globe où s'écrit le monde de demain. Sortons nos cartes. L'Inde et la Chine sont toutes deux situées sur le continent asiatique et partagent une frontière commune, on l'a dit, de près de 3500 km dans la région montagneuse de l'Himalaya. L'Inde a une superficie de 3,3 millions de kilomètres carrés, alors que, regardez, la Chine est presque 3 fois plus étendue. Si les populations des deux pays sont équivalentes, autour de 1,4 milliard d'habitants, la densité de population de la Chine, compte tenu de sa taille, est inférieure, 145 habitants au kilomètre carré contre 424 pour l'Inde. Sauf dans certaines zones où la densité chinoise est plus importante, comme à Macao, 18 000 habitants au kilomètre carré, 6 000 à Hong Kong et 2 800 à Shanghai. Des densités maximales encore plus élevées en Inde, avec 27 000 habitants au kilomètre carré à Mumbai, 11 400 à Bangalore et 11 300 à New Delhi. Mais si les populations des deux géants sont aujourd'hui assez semblables, leurs courbes de croissance vont s'inverser. Voyons comment. La population indienne va continuer à croître et pourrait atteindre 2 milliards d'habitants en 2100 dans les plus hautes estimations. Tandis que la population chinoise pourrait baisser jusqu'à 767 millions à la même date. Ces différences de tendance démographique entre les deux pays sont dues à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le taux de fécondité des femmes, qui en 2021 est de 2,03 en Inde contre 1,16 en Chine. Autre phénomène, la part des jeunes dans la population. Les moins de 25 ans représentent 47% de la population indienne contre 28% de la population chinoise. Les plus de 65 ans pourraient, à l'horizon 2050, constituer le tiers de la population chinoise, alors qu'ils n'excéderont pas 20% de la population indienne. Mais si la Chine cède du terrain sur le plan démographique, elle garde l'avantage sur le volet économique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors que les deux puissances avaient un PIB presque équivalent en 1990, celui de la Chine est aujourd'hui 6 fois plus important que celui de l'Inde, avec 19 900 milliards de dollars pour la Chine contre 3 300 pour l'Inde. La Chine se classe au 2e rang des puissances économiques mondiales derrière les États-Unis. L'Inde est au 6e rang derrière le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le taux de croissance du PIB chinois a en moyenne été de 9% par an ces 30 dernières années, contre 6% pour l'Inde. Et en termes de revenus par habitant, la Chine se situe largement au-dessus de l'Inde avec un revenu national brut de 12 000 dollars contre 3 000 dollars. Des montants par ailleurs loin des moyennes américaines, autour de 70 500 dollars, ou de l'Union européenne, autour de 40 000 dollars. Les deux géants asiatiques restent très loin, on le voit, derrière les Occidentaux. Alors à présent, comparons la structure de leurs économies. La Chine et l'Inde ont suivi la même évolution en termes de ressources, passant d'une économie basée sur l'agriculture et l'industrie à un modèle faisant la part belle aux services. Mais alors que le secteur agricole ne représente plus que 7,3% du PIB en Chine, il compte encore pour 18,3% en Inde, faisant du pays la 4e puissance agricole mondiale. Intéressons-nous maintenant à leurs clients. Premier exportateur mondial en 2021 de biens, de services et de revenus primaires avec 3 830 milliards de dollars, la Chine commerce principalement avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Inde, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Malaisie. Côté indien, à présent, le pays exporte 667 milliards de dollars et ses principaux clients sont les États-Unis, les Émirats, la Chine, le Bangladesh, les Pays-Bas, Singapour, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. Chine et Inde qui n'exportent pas le même type de produits.
La Chine exporte massivement des produits manufacturés, principalement dans l'électronique, alors que l'Inde exporte principalement du pétrole, des diamants et des médicaments. Par ailleurs, la balance commerciale Chine-Inde est largement en faveur de la Chine, notamment à cause des produits électroniques vendus en Inde qui sont à 70% importés de Chine. Mais si la Chine a aujourd'hui un net avantage sur son rival indien, l'écart pourrait se réduire à l'avenir. Voyons pourquoi. En 2022, la croissance chinoise est tombée à 3%, alors que la croissance indienne se maintient à 7%. Et les prévisions pour les années à venir confirment cette tendance. Ce changement est dû à plusieurs facteurs. La démographie indienne, plus dynamique, on l'a dit, avec une population plus jeune. Le revenu par habitant indien est plus faible que le chinois, ce qui permet à Delhi de proposer une main-d'œuvre moins chère. Les entreprises indiennes sont plus dynamiques du fait de leurs capitaux privés, là où la majorité des grandes entreprises chinoises fonctionnent avec des capitaux d'État. Enfin, certaines entreprises étrangères se désengagent de Chine du fait de son isolement, du risque que Pékin fait peser sur certains approvisionnements suite à la crise Covid et aux frictions avec les États-Unis. Exemple, la célèbre marque américaine Apple a décidé à l'automne 2022 de déplacer une partie de la production de ses iPhones de la Chine vers l'Inde, passant de 1% de la production mondiale en 2021 à 7% en 2023 pour une valeur de près de 7 milliards de dollars. Cette part de la production d'iPhone en Inde qui pourrait augmenter jusqu'à 25% en 2025 et 50% en 2027. Un transfert économique qui est une aubaine pour Narendra Modi, lequel continue de se positionner vis-à-vis de ses clients occidentaux, sans tromper personne, en garant de la démocratie face à un gouvernement chinois autoritaire sous le contrôle absolu de Xi Jinping. Une position que le Premier ministre indien exploite également au niveau géopolitique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les deux pays contrôlent via leur ZEE une partie des très importantes routes commerciales qui joignent l'océan Indien à l'océan Pacifique. Des routes qui voient transiter 60% du commerce mondial. Pour sécuriser ses importations d'hydrocarbures et ses exportations, la Chine a mis en place une stratégie offensive baptisée collier de perles, qui consiste à implanter des bases chinoises et à contrôler des ports dans des pays amis. Une stratégie qui n'est pas du goût de New Delhi, puisque Pékin prend position dans des pays qui relèvent habituellement de la sphère d'influence indienne, comme les Maldives, le Sri Lanka, le Bangladesh, la Birmanie ou la Thaïlande. Cette implantation est facilitée par d'anciens contentieux entre l'Inde et ses voisins, qui partagent pourtant des racines culturelles et linguistiques fortes. S'ajoutent à ce collier de perles des prises d'intérêt chinois au Pakistan, dans le port de Gwadar, et le long du corridor remontant vers la frontière chinoise et la ville de Kashgar. En conflit permanent avec le Pakistan depuis sa création, New Delhi voit d'un très mauvais œil le soutien chinois à Islamabad. Alors, pour contrecarrer la stratégie chinoise, l'Inde a noué des partenariats de défense avec le Mozambique et Oman et cherche à s'implanter dans le détroit du Bab el-Mandeb. L'Inde a également noué des accords stratégiques avec les pays d'Asie du Sud-Est qui doivent faire face aux appétits chinois en mer de Chine méridionale. Une politique agressive qui passe par l'appropriation d'îlots situés dans les ZEE des États voisins de la Chine et engendre des tensions récurrentes avec le Japon, Taïwan, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie. Mais aussi les États-Unis, très présents dans la zone et garants de la sécurité régionale face à Pékin. L'Inde a profité de ces tensions pour se rapprocher du Japon depuis 2007. Les deux pays défendent l'idée d'un espace indo-pacifique incluant les océans Indien et Pacifique. Un espace libre et ouvert à même de contrer les plans chinois. En 2015, le Japon a rejoint l'Inde et les États-Unis dans les opérations conjointes baptisées Malabar Exercise que les deux puissances mènent depuis 1992. Des opérations auxquelles a également participé l'Australie depuis 2020. L'Inde a également intégré le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, Quad en anglais, une alliance militaire avec les États-Unis, l'Australie et le Japon. Le Premier ministre Narendra Modi se rapproche également de la France, à qui il achète déjà de nombreux armements et qui pourrait se révéler un nouvel allié précieux pour l'Inde dans la région.
car la France compte plus de 10,2 millions de kilomètres carrés de ZEE dans la zone Indo-Pacifique, grâce à ses territoires d'outre-mer, des territoires où sont basés d'importants moyens militaires. Une présence bienvenue qui s'ajoute à celle des États-Unis, du Japon et de l'Australie pour l'Inde qui n'a pas une puissance de feu lui permettant de s'opposer frontalement à la Chine. Exemple, en termes de puissance militaire en mer. La marine indienne compte 69 000 hommes contre 260 000 marins pour le géant chinois. Un rapport de force clairement déséquilibré. Voilà pour ce match des géants, l'Inde, plus jeune et dynamique que la Chine, mais Delhi encore loin de Pékin économiquement et géopolitiquement. Enfin, sur le plan politique, rappelons qu'il est de plus en plus difficile de dire de l'Inde de Narendra Modi qu'elle est la plus grande démocratie du monde, avec des opposants au régime écartés, une mainmise du parti au pouvoir sur les médias, sur la justice, le tout sur fond de néo-nationalisme hindou particulièrement difficile à vivre pour les musulmans, une dérive de l'Inde qui la rapproche désormais davantage du camp autoritaire. Pour aller plus loin, le livre de Valérie Niquet, La Chine en 100 questions, la puissance et les failles, aux éditions Talendier. Et pour aller plus loin sur le géant indien, L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique par Christophe Jaffrelot, chez Fayard. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.